Bienvenue sur l'œil de la santé, deuxième jour ici à Santé Expo, le rendez-vous annuel des acteurs de la santé avec plus de 30 000 visiteurs. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les startups de la santé et on va commencer avec Résilience qui vient d'annoncer une belle levée de fonds de 25 millions d'euros. Bonjour Jonathan et bienvenue dans l'œil de la santé. Bonjour. Alors Jonathan, l'œil de la santé a pour objectif de partager les grandes actualités, les annonces du secteur de la santé numérique. On fait un spécial e-santé ici à Santé Expo et tu as profité de cette première journée, le mardi 21 mai, pour annoncer une très belle levée de fonds de 25 millions d'euros. Et donc on aimerait que tu nous partages l'approche stratégique de ces 25 millions, à quoi ils vont servir et puis aujourd'hui où on est Résilience. Écoute, ouais, on est super content d'annoncer cette levée. C'était un travail assez long et assez acharné parce que le marché en ce moment n'est pas le même qu'il y a 2 ou 3 ans. Résilience avait déjà levé 45 millions d'euros en 2021 pour construire son produit en oncologie, produit de télésurveillance en oncologie pour atteindre le remboursement, ce qu'on a réussi à faire en 2 ans. On a obtenu un remboursement en nom de marque, on est la première boîte au monde en onco à avoir obtenu un remboursement en nom de marque. On l'a obtenu en novembre 2023, on a commencé à facturer nos premiers patients en janvier 2024. Et donc suite à ça, on a vu évidemment une explosion du nombre de patients télésurveillés sur la plateforme Résilience. On a beaucoup de centres en France qui commencent à se poser la question de s'équiper de solutions de télésurveillance. Et donc face à ce développement, on a décidé de commencer à rencontrer des fonds d'investissement pour pouvoir accélérer encore plus. Et je vais t'expliquer quelle est la stratégie. Ouais, on a commencé au début de l'année et puis on a eu la chance de pouvoir clôturer ces négociations vendredi dernier, donc on a pu l'annoncer pendant le salon. Et donc l'utilisation pourquoi on a levé, il nous restait encore de l'argent des dernières levées de fonds, mais on s'est dit c'était maintenant le bon moment parce qu'on avait, si tu veux, on a créé une plateforme chez Résilience qui nous a permis en quelques années, donc en 2 ans, d'obtenir, de mettre sur le marché un médicament digital, de le faire rembourser en France et bientôt, on l'espère, en Belgique et en Allemagne. Donc on a créé des équipes de market access, de réglementaire, de sales, de marketing, de pays dans un laboratoire pharmaceutique. Exactement comme un laboratoire pharmaceutique le fait, donc avec un socle. Et on pourrait dire qu'on a développé une première molécule digitale qui est l'oncologie. Et on s'est dit, pourquoi pas leverager, utiliser ce savoir-faire qu'on a créé pour mettre à profit ce savoir-faire sur d'autres pathologies qui ne sont pas explorées aujourd'hui. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à étudier le marché en se disant on va devenir une plateforme multipathologie. Et on a racheté une boîte il y a 5 mois qui s'appelle Beautycare, dans le monde de l'immunologie, des Mickey. Et on l'a plugué à cette plateforme pour accélérer cette société et lui permettre d'avoir un accès sur le marché, on l'espère, remboursé demain. Et donc on se dit que là, on pourra le faire sur d'autres plateaux et donc on commence à réfléchir on a quasi décidé les 2 prochaines pathologies qu'on lancerait et qu'on va débuter d'ici septembre 2025. Donc soit en rachetant des boîtes, soit en le faisant directement à partir de notre plateforme technologique et donc notre plateforme d'accélération. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième, c'est qu'on veut aller à l'international. On a commencé en Belgique, on a déjà 3 centres. Et puis, on est en train de regarder de manière très précise l'Allemagne. C'est un marché qui est assez compliqué, mais c'est un marché qui nous plaît. Et puis, la troisième stratégie, c'est qu'on est sur une stratégie aussi d'utilisation de nos données, pas de données, mais de notre plateforme pour accompagner les laboratoires pharmaceutiques et les académiques à mener leurs essais cliniques et à collecter de la donnée pendant leurs essais cliniques. Tout ce qui est PRO, COE, données de vie réelles, qui sont compliquées à collecter aujourd'hui, qui sont faites, et la collecte est faite de manière papier aujourd'hui, et donc on voudrait accélérer tout ça. Allez, l'œil de la santé poursuit son parcours des innovations des startups. On se dirige vers le CATEL, incubateur de communauté e-santé, pour découvrir une vingtaine de startups de la health tech. CATEL, c'est une approche collaborative dans l'accompagnement et le conseil des acteurs dans la réalisation de leurs projets e-santé. On a de nombreuses productions sur les cas d'usage en téléophtalmologie, dans l'imagerie, sur les tendances fortes de transformation digitale en lien avec les systèmes d'information. Autour aussi des enjeux de santé publique comme la responsabilité populationnelle et donc toutes ces informations sont rendues disponibles. Ce sont ces ressources que nous mettons à disposition. On va ouvrir ce salon FHF avec ce parcours expert sur l'IA générative. Les enseignements premiers sont issus de notre voyage d'études qu'on a fait aux États-Unis sur le salon IMSS qui a mis en évidence la maturité des solutions et l'intégration de l'IA générative dans ces solutions informatiques
pour répondre à une efficience, à une recherche d'efficience dans un contexte de ressources médicales sous tension. Et les exemples qu'on va voir ce matin dans le parcours vont illustrer différents cas d'usage concrets, tels que la gestion des comptes rendus dans cette relation avec le patient, permettant de dégager du temps pour des activités à plus haute valeur ajoutée, notamment dans la communication avec le patient, entre le professionnel de santé et le patient, mais aussi dans la réduction de tâches chronophages répétitives. Comment on peut simplifier ces tâches-là grâce à l'IA générative, classique aussi, mais on se focalisera plus sur l'IA générative. Rofim, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet de redonner du temps aux soignants. Comment? En lui permettant de se connecter avec ses confrères via la téléexpertise, de se connecter avec plusieurs confrères via la réunion de concertation pluridisciplinaire, d'échanger avec ses patients via la téléconsultation autonome ou assistée pour les patients qui sont en EHPAD ou en centre de détention. Également pour échanger entre confrères autour du plan personnalisé de soins pour les patients souffrant de cancer. Rofim, c'est une plateforme qui a été créée par des soignants pour des soignants. C'est une plateforme basée terrain. On met le digital au service du médical. Nous croyons en une santé désilotée, c'est-à-dire que nous sommes très forts dans le partenariat. Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec de nombreuses startups et industriels. Notre dernier partenariat, c'est avec AMA pour les lunettes connectées qui permet de faire de la téléassistance chirurgicale. D'ailleurs, je vous invite tous à venir nombreux le 4 juin à Future for Care pour notre événement de lancement. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 1000 établissements et dans 8 pays. Nous avons à cœur en fait de montrer que l'accès aux soins peut être égalitaire. C'est pour ça que nous sommes le leader aujourd'hui en Outre-mer avec la Polynésie française, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane qui nous utilisent. Nous sommes également très axés dans la coopération internationale avec des interventions à Sainte-Lucie et en Ukraine. Donc Doctrine, c'est une plateforme web qui permet de structurer les comptes rendus médicaux. Alors la manière de structurer les comptes rendus médicaux qu'on a choisi, c'est de modéliser le raisonnement humain au sein d'arbres de décision. Et pour nous, c'est la meilleure manière de retranscrire le raisonnement d'un médecin dans sa pratique de tous les jours. L'intérêt de structurer la donnée de cette manière, pour s'articuler avec l'intelligence artificielle, il y en a deux. C'est que d'un côté, l'intelligence artificielle va pouvoir, en répondant à des questions très simples les unes après les autres, reprendre le raisonnement de l'humain. Et d'un autre côté, cette donnée qui est structurée va lui permettre d'apprendre aussi la manière de raisonner du médecin. Nous, on est spécialisé dans le diagnostic visuel, piloté par intelligence artificielle. Notre cœur de métier, c'est d'évaluer le défaut visuel et de ressortir à la fin avec une correction et un rapport qui peut être éditable en format PDF et transmis à un ophtalmologiste ou à un orthoptiste pour prendre la décision et prescrire. L'IA pour nous, déjà, n'est pas pour remplacer le professionnel, mais pour vraiment l'aider dans sa décision. Le gros avantage qu'on a avec l'IA, c'est qu'en fait, c'est une technologie qui est totalement reproductible. Donc en fait, quand on fait un examen de vue, c'est quelque chose de complexe. Et quand on a énormément de patients à gérer, l'avantage de l'IA, c'est que la fiabilité de l'IA permettra toujours d'avoir la bonne correction, quel que soit le moment où vous faites l'examen. Le CATEL nous apporte énormément de choses parce qu'en fait, on a une vision, nous, en tant qu'industriels, de toutes les innovations par rapport à la téléexpertise, par rapport à la téléconsultation. Toutes les choses qui, au final, aujourd'hui, posent un peu des problèmes d'un point de vue juridique, avec des décrets de compétences auprès des professionnels de santé qui doivent évoluer. Et en fait, le CATEL nous apporte justement toute cette expertise au sein du groupe du think tank. Et ça nous permet en fait de réfléchir au modèle de demain. Alors Stéphane, merci de l'accueil sur le village showroom du CATEL. Alors on quitte le village, mais pas vraiment je crois, parce que c'est un retour vers le futur. On va parler, puisque là on se dirige vers Dell, qui nous a bluffé lorsque nous étions à IMSS à Orlando, sur la présentation d'un chatbot nouvelle génération qui, de par sa simplicité et puis son côté très concret, nous a tous bluffé, tout le groupe de la délégation. Et là, on a l'occasion de le voir. Et donc, c'est l'occasion, évidemment, de faire un lien étroit entre l'innovation qu'on voit aux États-Unis et qui devient très vite disponible en France. Pour le marché européen, c'est ce qu'on aime. Et puis, merci à l'œil de l'e-santé de faire ce focus. On est clairement dans cette tendance forte de montrer que tout s'accélère. Quand on va aux États-Unis, qu'on voit des choses, on se dit « Ah, ça va être dans 5 ans ». Ben non, ce n'est plus dans 5 ans et c'est important ce que vous proposez
pour montrer que l'innovation s'accélère et qu'il faut s'en saisir. Bon, bah merci Stéphane. Ah ben on va chez Plaisir. On y va, voilà, on y sommes. Ce qui motive plein d'établissements à investir, c'est sur l'accueil des patients. C'est sur une interface qui sorte de l'écran où on clique ou sur des chatbots ou c'est des choses qui sont assez impersonnelles. Et pour avoir une meilleure adhésion, une meilleure adoption de systèmes digitaux, on croit beaucoup et on investit beaucoup sur une approche par des avatars. Et on travaille avec un hôpital du sud de la France sur un accueil aux urgences. Dans le sud de la France, c'est une zone touristique, beaucoup d'étrangers. Tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne parle pas le français. Et cet avatar-là est capable de parler jusqu'à 7 langues. Donc évidemment, on est sur des urgences qui ne sont pas à caractère vital. Mais on est sur quelqu'un qui arrive aux urgences parce qu'il a une inquiétude, parce qu'il est suivi pour sa maladie chronique, parce qu'il a besoin d'être rassuré. Donc plutôt que d'attendre des heures et des heures dans la salle d'attente, il y a un avatar qui commence à discuter avec lui. Et comme il a de l'empathie, comme il simule de l'empathie, le patient va pouvoir rentrer dans une forme de discussion et derrière dérouler un questionnaire. Ça, ce qui va permettre de dire tiens, j'ai une personne qui parle telle langue, qui ne parle pas français, qui est aux urgences, qui a tel niveau de douleur, qui a tel niveau de pathologie. J'aime pas dire pathologie parce qu'on n'est pas sur du diagnostic, soyons clairs, mais on est sur un accueil, une préqualification avant que l'infirmière puisse vraiment prendre en charge et qu'un médecin puisse prendre en charge le patient. Et du coup, on peut aussi travailler sur, quelque part, avoir un peu d'informations pour, si quelqu'un a vraiment des soucis, on puisse quand même pouvoir le prendre en charge. Sur des projets comme ça, on est sur une consommation de ressources informatiques, de ressources technologiques, d'architecture, qui n'est pas négligeable. Donc on pourrait dire, oui, tout ça c'est dans le cloud. Et effectivement, dans beaucoup de cas, sur des POC, sur des premiers projets, sur le développement d'une solution, le cloud convient parfaitement. Mais lorsqu'on veut commencer à connecter cet avatar au dossier patient, lorsqu'on veut pouvoir gérer une antériorité, là je parlais des urgences, mais si on est dans un service, qu'on a vérifier les antériorités, vérifier l'identitovigilance du patient. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas être dans le cloud. Il faut une plateforme qui soit maîtrisée, sécurisée dans le SI, dans le data center de l'hôpital. Et c'est pour ça que c'est très consommateur de ressources, un avatar comme ça. Nous, on est très impliqués là-dessus. Alors, on est très impliqués dans le calcul génomique, dans l'IA pour la pathologie digitale, dans tout plein de projets très consommateurs de ressources. Mais là, on est sur des interfaces qui demandent des moyens, mais qui derrière donnent une meilleure adoption, encore une fois, par les patients et par les soignants de systèmes digitaux. On quitte le village showroom du Catel pour un lieu emblématique de la e-santé en France, Paris Santé Campus. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Bienvenue dans l'œil de la e-santé. Merci. Donc, comme tu le sais, l'œil de la e-santé, l'objectif c'est de pouvoir mettre en avant les innovations du secteur de la santé et bien sûr de la e-santé. Je crois que Paris Santé Campus, c'est son ADN aussi. C'est exactement ça. On voudrait savoir en fait, pour ceux qui nous regardent, savoir ce qu'est en fait Paris Santé Campus ici à Santé Expo, quelles sont les startups qui sont importantes, et puis tu as en tant qu'également médecin, tu as une vision aussi très forte de la technologie, ce qu'elle apporte auprès des problèmes de santé, et donc on voudrait avoir ton regard dans l'œil de la e-santé. Merci. Alors, Paris Santé Campus, c'est un centre hybride, tout à fait nouveau, qui accompagne à la fois des acteurs académiques, des chercheurs, des étudiants, des soignants, mais aussi des entreprises, start-up, PME, ETI, grands groupes, à développer des solutions numériques innovantes pour le système de santé, avec plusieurs objectifs, évidemment, de la transformation pour le système de santé, de la création de nouvelles connaissances et de nouveaux outils scientifiques, mais aussi de la création de valeur économique et de l'accompagnement pour faire des grands champions internationaux à partir justement de Paris Santé Campus,
avec une dimension française, européenne et internationale. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 personnes qui sont à Paris Santé Campus et qui travaillent ensemble au quotidien. À peu près 500 chercheurs, plus de 80 startups, 5 instituts de recherche qui travaillent sur tous les domaines du numérique, l'intelligence artificielle, l'imagerie, les jumeaux numériques et les enjeux sociologiques. Et puis, ici à Santexpo, 16 startups qui sont sur notre stand juste à côté de nous et qui ont choisi de venir exposer et présenter leurs solutions parmi donc les 80 startups qui sont présentes. Et en tout, c'est plus de 130 organisations présentes au sein de cet écosystème. Alors là, on voit sur le stand, il y a quand même beaucoup de sociétés innovantes. En tant que médecin et forcément acteur éclairé du secteur de la e-santé, s'il y avait une innovation, une information à retenir de Santexpo cette année? Alors pour moi, dans Santexpo, ce qu'on voit, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle, qui est vraiment un des éléments extrêmement transversal et qui vient accélérer une révolution numérique qui était déjà bien entamée et promettre beaucoup d'innovations pour le système de santé. Donc que ce soit là avec Opia pour la planification hospitalière, avec 1000 vues pour l'analyse de la radiologie, sur d'autres domaines, sur le diagnostic, sur l'IA générative pour le lien avec les patients, avec Nabla, etc. C'est autant de jeunes entreprises innovantes qui sortent toutes du domaine de la recherche, qui sont vraiment les phares pour transformer le système de santé de demain. On part découvrir les startups de Paris Santé Campus? Avec plaisir. On y va. Présage, c'est un dispositif médical numérique qui a été créé il y a quelques années, qui vise à prédire la dégradation de santé des personnes âgées qui vivent à domicile, des personnes âgées qui sont dépendantes, et à prédire leur risque de santé et notamment leur risque d'hospitalisation dans les 14 jours. On est hébergé effectivement par Paris Santé Campus. Voilà, on a la joie d'être dans l'écosystème de la e-santé ici avec l'ensemble de nos collègues voilà, qui travaillent à l'innovation en santé et à améliorer la qualité de vie et la prise en charge des personnes, quel que soit leur âge, voilà, en France et ailleurs. Merci à l'œil de la e-santé. Nous sommes un institut de recherche maths appliquées informatique avec beaucoup d'équipes, on va dire peut-être 30% des équipes qui sont impliquées dans le domaine de la santé, parfois au niveau de modélisation fondamentale et aussi en termes d'application. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact de nos travaux. On a 3 cibles, les équipes de recherche, qui sont de l'ordre de 30% des 220 équipes, donc près de 70 équipes INRIA sont impliquées dans la santé aujourd'hui. Et on a aussi des projets de start-up en cours d'accompagnement, côté entrepreneuriat aussi. Donc on a des start-up qui vont être présentes aussi ici et certainement sur d'autres espaces et d'autres stands. Et puis à Vivatech. Et à Vivatech, où on sera aussi présent et où on aura aussi un stand. Milvu fait de l'intelligence artificielle sur de l'imagerie médicale et apporte aux radiologues et donc aux patients des gains de productivité, une sécurité diagnostique et une amélioration, notamment pour les patients qui passent par les urgences, une amélioration de la prise en charge par une réduction du temps de passage aux urgences et par une amélioration, une réduction des erreurs diagnostiques qui peuvent être faites quand il n'y a pas une interprétation radiologique en temps réel. L'enjeu de Milvu, il est double. L'internationalisation, on vient d'avoir des certifications internationales qui vont nous permettre d'accélérer notre développement à l'international et le développement de l'IA générative. On présente ici la construction d'un compte-rendu automatisé à partir des résultats de l'IA. Je suis médecin biologiste de formation, comme Gabriel. Ouais. Mais j'ai la spécificité après d'avoir fait un PhD en radiothérapie, donc, qui est une autre spécialité médicale. Donc j'ai passé 4 ans à l'Institut Gustave Roussy pour faire de la recherche clinique. Et l'idée en fait de Biocortex, c'était de rejoindre un peu ces deux mondes, celui de la biologie médicale. Notre boulot, c'est d'abord de digitaliser le parcours patient à travers le labo d'analyse, et après de créer un pont digital avec les besoins de la recherche clinique, qui a besoin de recruter des patients, d'avoir des données structurées, ce genre d'éléments. Et donc, on a créé une plateforme qui permet de joindre les deux mondes.
Voilà. On va relier les points. On va relier les points. Et Gabriel est médecin biologiste aussi. Je te laisse te présenter. Ouais, moi je suis médecin biologiste aussi. Et puis parcours plus, on va dire, côté laboratoire de biologie médicale privée et puis relations institutionnelles. Donc complémentaire de ce qu'a fait Adrien. Et pourquoi le Paris Santé Campus? Parce qu'à un moment donné, on a décidé de sortir de la cave. Après quelques années entre nous, et on avait besoin de rencontrer des gens qui avaient des compétences qu'on n'avait pas, qui avaient un œil critique, à la fois pour nous confirmer que ce qu'on avait fait c'était bien, en même temps pour nous dire que c'était pas bien non plus, et puis pour nous aider à grandir au-delà des frontières de la France. Notre ambition, c'est évidemment d'aller en Europe, mais c'est aussi d'aller ailleurs, et notamment aux États-Unis. Et on sentait qu'on avait besoin d'être accompagné à ce moment-là, et on s'est dit que le Paris Santé Campus, ça cochait beaucoup de cases. En fait, tout est possible. Je pense que tout médecin qu'on est, pharmacien, infirmière ou autre, on peut réussir à monter n'importe quel projet numérique, et on apprend l'entrepreneuriat au fur et à mesure. Simplement, il faut s'enlever quelques biais de la tête en se disant que c'est pas parce que on a l'impression qu'une idée va être brillante dans son petit d'écosystème de cliniques privées ou d'hôpital ou de labos, etc., que ça peut marcher vraiment à grande échelle. Donc il faut voir un petit peu plus loin. C'est ce qu'on a essayé de faire nous avec Biocortex, de ne pas regarder que la biologie médicale, mais de regarder les besoins au niveau mondial, de la data, de la structuration, d'univers différents comme la recherche clinique. Il faut pouvoir ouvrir un peu, s'ouvrir à d'autres spécialités du monde médical, et dans ce cas, tout est possible en vrai. Merci à l'œil de l'AI Santé. Merci à l'œil de l'AI Santé. Aujourd'hui, je suis ici donc effectivement en tant que grand partenaire de Paris Santé Campus pour représenter AI in Genomics Initiative, qui est une initiative française et donc en fait qui vise à identifier au sein de l'écosystème français et qu'au sein de l'écosystème de recherche française des personnes ou des structures ou des bases de données, enfin tous les moyens possibles, parce que l'écosystème français est très riche, pour pouvoir répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre tout seul chez J&J Innovative Medicine. Donc ça peut être aussi bien des bases de données, des biobanques, des expertises ou des infrastructures qui nous permettent de répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre seul. Donc on a effectivement, on est en partenariat avec, on est hébergé par Paris Santé Campus, donc ce qui nous permet de rencontrer énormément de startups, donc tout l'écosystème offert par Paris Santé Campus. Et on a, nous évidemment, des relations particulières avec des grands instituts comme l'Institut Curie, l'Institut Pasteur, Prairie, qui est donc une institut de recherche en intelligence artificielle. Et on a donc au quotidien quasiment des interactions avec ces partenaires qui sont très impliqués, très importants, des grands acteurs de l'intelligence artificielle, et aussi de la santé, du soin. Donc avec l'Institut Curie par exemple, avec lesquels on a une collaboration pour répondre à des besoins auxquels on a, ou l'Institut Pasteur, qui eux ont accès non seulement à une très grande expertise qu'on connaît donc de l'Institut Pasteur avec des chercheurs de pointe, et aussi qui ont accès à des données, à des échantillons de patients, car ils ont en fait un partenariat avec la PHP par exemple. L'initiative AI Genomics, c'est une initiative France qui vise à trouver des partenariats dans l'écosystème français et développer, finalement se focalise sur 4 axes. Le premier, c'est la data. Le deuxième, c'est les méthodes, soit développer des méthodes nouvelles ou améliorer des méthodes existantes. Le troisième pilier, c'est vraiment l'accès aux plateformes, que ce soit des plateformes technologiques ou computationnelles. Et en quatrième pilier, c'est vraiment les talents, via des partenariats avec les différents centres. Donc j'ai eu la chance de participer aux tendances de la santé il y a 2 ans, où on a présenté notre partenariat avec l'Institut Curie. Et je suis heureux aujourd'hui de participer à l'œil de la santé et parler un peu des avancées qu'on a eues depuis les dernières années. Donc parmi les partenariats stratégiques, c'est le partenariat qu'on a signé récemment donc, avec le Paris Santé Campus, où on est grand partenaire. Et notre présence aujourd'hui avec Raphaël, c'est vraiment pour participer à des tables rondes avec des partenaires de l'écosystème français pour parler des challenges et des opportunités qui lient à la fois l'IA, la data et la découverte de médicaments. Notre objectif dans cette initiative, c'est vraiment se connecter avec l'écosystème et aussi montrer au groupe la richesse de l'écosystème français en termes d'IA, en termes d'informatique quantique, en termes de la richesse de systèmes de health tech. Et voilà, on essaie d'être présent dans les événements majeurs et travailler avec l'écosystème pour vraiment avancer notre mission
qui est de vraiment ramener les médicaments de demain à nos patients et puis identifier des méthodes innovantes pour avoir des médicaments qui sont plus sûrs et ramener les médicaments sur le marché plus rapidement. L'œil de la santé poursuit sa vie ici à Santé Expo sur les structures d'accompagnement des startups de la health tech avec la French Care. Alors Antoine, on te retrouve ici sur l'espace de la French Care avec les acteurs de la French Care. Est-ce que tu peux nous expliquer cette dynamique qui a été lancée, je crois maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi? Oui, alors la French Care, c'est cette volonté de créer une communauté d'innovation dans la santé. L'idée d'arriver à décloisonner, ouvrir plus de collaboration, de synergie entre tous les acteurs de la santé. On a vu à travers différents moments, notamment dans les urgences épidémiques, que quand tout le monde s'aligne, eh bien, on crée beaucoup de valeur et beaucoup d'engagement dans le système de santé. Et donc, c'est cette volonté de pérenniser justement une façon de mieux travailler tous ensemble. C'est quelque chose sur lequel nous nous sommes retrouvés avec BPI France et Nicolas Dufour, dans la même logique de ce qu'on a vu avec la French Tech, la French TAV, et de créer vraiment l'équipe de France de la santé. L'idée, c'est vraiment d'avoir une grande communauté qui rassemble évidemment des startups, mais aussi des soignants, mais aussi des institutions, des gens qui vont faire de la recherche, de la formation, des étudiants, et de se dire que tous ensemble, on doit répondre aux enjeux de notre système de santé et accompagner cette transformation qui est attendue par tous et en premier par la population. Abeille, d'abord, c'est la start-up des opticiens Atoll. Et le but est de développer des lunettes intelligentes. En 2017, suite à une découverte scientifique des chercheurs de l'Université de Rennes sur les origines anatomiques de la dyslexie, Abeille a donc développé cette lunette qui améliore la lecture des personnes dyslexiques. Elle est commercialisée depuis 2020 et du coup c'est une fierté d'avoir réussi à trouver cette invention qui est unique au monde et qui est surtout universelle puisqu'elle fonctionne dans toutes les langues du monde entier. C'est important parce qu'en tant que start-up, on a besoin de soutien, on a besoin de réseautage, on a besoin de se faire connaître, de visibilité. Donc, on a des organismes comme la French Care qui nous accompagnent, qui nous aident. Et aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer autant des professionnels de santé que des personnes dyslexiques qui découvrent notre technologie et qui trouvent ça génial parce que vraiment, on a des résultats super depuis plus de 3 ans. Et c'est important de travailler sur notre visibilité pour nous faire connaître du plus grand nombre. Merci à l'œil de la e-santé. Je travaille à la direction de l'innovation sur le secteur de la santé et on est opérateur de l'État, notamment pour déployer France 2030. Donc l'année dernière, on a financé 720 millions d'euros sur le secteur de la santé pour financer des projets d'innovation, que ce soit sur la biotech, la medtech, de la e-santé. Les différentes stratégies d'accélération qui ont été mises en place par l'État. Et puis on finance de l'amont, très early stage, création d'entreprises, e-lab, développement de projets, mais aussi l'industrialisation. Et aussi on met en place avec la stratégie d'accélération santé numérique tout ce qui est évaluation médico-économique pour accompagner ces projets jusque sur le marché. D'ailleurs, on a signé hier un partenariat avec le RESA pour accompagner, une fois qu'on finance l'évaluation médico-éco, comment ils peuvent vendre, comment ils peuvent avoir accès à la commande publique avec le RESA et vendre aux hôpitaux. Donc 720 millions l'année dernière, ça nous permet de voir un petit peu tout. Peut-être un clin d'œil sur l'œil de la santé. Sur ce qu'on a fait il y a 9 ans, je me souviens dans l'amphi en bas de BPI France. Je pense que c'est hyper important d'être au courant de ce qui se passe sur les secteurs de la santé numérique. Ça bouge tellement vite. C'est tellement compliqué autour des données de santé, de la réglementation, de l'évaluation médicale, de l'achat. C'est important d'être au courant de ce qui se passe, de l'évolution et que les entreprises puissent anticiper, gagner du temps pour aller sur le marché encore plus vite et accéder finalement pour le patient et le professionnel de santé. Donc hyper important de connaître bien son écosystème. Cette deuxième journée de l'œil de la santé spéciale Santé Expo a tenu toutes ses promesses et on se retrouve demain pour la dernière journée de Santé Expo. On va continuer à vous partager des innovations de la health tech et bien sûr des startups de la santé numérique.